Bonsoir, merci infiniment d'être aussi nombreux présents ce soir. C'est une grande chance, la garantie certainement d'un moment qui sera heureux. Si vous êtes là ce soir, j'imagine que c'est que vous avez aussi l'habitude des rencontres littéraires. Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait cette réflexion, mais moi, à chaque fois, ça me surprend beaucoup. Au moment de la biographie de l'auteur invité, il y a toujours ce petit grain de sable, c'est-à-dire qu'on s'adresse à l'auteur invité en lui déroulant sa biographie, en lui disant « Dominique Fourcade, vous êtes né en 1938 ». Mais Dominique Fourcade sait qu'il est né en 1938. Et il y a en même temps l'autre possibilité qui est moins souvent utilisée, c'est de le dire à la salle, et dans ce cas-là, de parler de Dominique Fourcade comme s'il n'était pas là. Donc entre deux positions inconfortables, je choisis quand même la deuxième, et je vais donner quelques petits repères biographiques avant d'entrer vraiment dans les questions littéraires et poétiques. Donc Dominique Fourcade est né en 1938. Il est donc enfant pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui va lui permettre d'échapper à la guerre d'une certaine manière, mais la guerre le rattrapera. Puisque vous allez être mobilisé au moment de la guerre d'Algérie, et ce qui fait que vous avez en commun avec d'autres écrivains de votre génération, comme par exemple Pierre Guyotat, je suis passé au vous, Pierre Guyotat et Franck Venaille, par exemple, qui sont d'autres auteurs qui, eux aussi, ont été très marqués par la guerre d'Algérie. À compter de 1961, Dominique Fourcade va commencer à faire paraître des livres de poésie. Le premier, Épreuve du pouvoir, qui va être publié par les éditions Corti. Mais ce poète que devient à ce moment-là Dominique Fourcade n'est pas exactement le poète que nous allons entendre ce soir. C'est une première partie de l'œuvre, qui va se clore d'une certaine manière en 1972. Et à partir de 1972, pendant 10 ans, Dominique Fourcade ne va plus publier de poèmes, peut-être en écrire un petit peu, mais en tout cas ne va plus en publier. Pendant ces 10 années, vous me corrigerez si je me trompe ou si je caricature les choses, pendant ces 10 années, Dominique Fourcade va beaucoup aller aux États-Unis et en étant aux États-Unis, beaucoup s'intéresser à la question de l'art moderne, du côté des arts plastiques, de la peinture. Notamment, c'est au cours de ces années-là que Dominique Fourcade va devenir un spécialiste reconnu, respecté de Matisse, mais aussi de Cézanne, de Simon Antaille et d'un sculpteur américain peut-être un petit peu moins connu, David Smith. Dans ces années-là, sans publication, Dominique Fourcade va aussi beaucoup découvrir la poésie américaine, avec notamment un poète comme John Ashbery ou Susan Ho. Poésie américaine qui va ensuite rester aussi avec, par exemple, Emily Dickinson, qu'il cite souvent dans ses livres. Poésie américaine qui va rester une sorte de compagnon d'échange incessant jusqu'à encore aujourd'hui, ça se retrouve dans tous les livres. Mais c'est avec la création des éditions POL en 1983 que Dominique Fourcade va recommencer à publier des livres de poèmes, devenant le poète que l'on connaît aujourd'hui, que l'on va entendre ce soir. Depuis cette date, POL a publié 20 livres, ce qui est assez considérable, au nombre desquels on peut citer Rose déclic en 1984, Le sujet monotype en 1997, ou encore Est-ce que je peux placer un mot en 2001. Et tout dernièrement, donc, Ça va bien dans la pluie glacée en 2024. Livre dont il sera pas mal question ce soir. Dominique Fourcade, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est une invitation qui émane à la fois de l'EHESS, et ça c'est pas la seule raison de la présence de Marielle, puisqu'il y a aussi une autre raison à la présence de Marielle, qui est une raison amicale, puis une raison de lecture commune de l'œuvre de Fourcade, donc qui émane à la fois de l'EHESS et de la Maison de la Poésie, que l'on remercie infiniment de nous accueillir pour ce temps de dialogue
dialogue. Le désir de vous entendre, il s'est imposé l'année dernière avec la publication donc de Ça va bien dans la pluie glacée, qui confirmait une inflexion de votre œuvre, qui fait désormais une place tout à fait singulière aux grands événements tragiques de notre jeune 21e siècle. Alors, avec peut-être, dans un premier temps, la Seconde Guerre d'Irak, pour un livre qui a été publié en 2005 et qui s'appelle En laisse, dans lequel vous réagissiez notamment à la publication de photos de soldats américains torturant, humiliant des prisonniers irakiens, mais aussi avec un recueil qui date de 2023, qui s'appelle Flirt avec elle, qui est un livre dans lequel la guerre en Ukraine est particulièrement présente. Et puis donc, Ça va bien dans la pluie glacée en 2024, où vous évoquez la disparition de Gaza rasée par les bombardements israéliens. Ces trois livres vous imposent d'une manière très singulière, font de vous, alors pas seulement ces trois livres, mais tous ces livres publiés chez POL font de vous un écrivain considérable. Mais ce soir, il m'a semblé vraiment important, intéressant d'essayer de vous interroger sur le rapport comme ça entre la poésie et l'actualité, entre la poésie et les drames qui peuvent déchirer notre époque. Et donc, c'est un petit peu ce fil-là qu'on va essayer de suivre au fil de la rencontre. Alors, en commençant par le prologue de En laisse, donc, qui, je le redis, qui a été publié en 2005, vous soulignez discrètement les liens qui existent entre cette poésie de l'événement et ce que vous écriviez jusque-là. Je vous cite. « L'attaque des 2 tours à New York m'avait touché de plein fouet, me faisant entrer dans un deuil qui n'épargnait rien et où se mêlaient compassion pour les morts, souffrance pour une ville tant aimée, inquiétude sur le destin du monde, questions taraudantes sur le comment et le pourquoi de cette tragédie, et sentiment irrépressible d'en être à la fois victime et responsable. Il n'est pas jusqu'à mon écriture qui ne s'en trouvait touché, ou plutôt il faut dire, au premier chef et de fond en comble, mon écriture en était ébranlée. Il me semble que cet ébranlement vous singularise beaucoup dans le champ de la poésie, que des œuvres comme la vôtre qui se confrontent comme ça à cette actualité brûlante sont très rares, cette frontalité et cette contemporanéité sont très rares. Et je voudrais vous amener à commenter un passage dans le livre Flirt avec elle, donc, qui est un livre récent, et où vous écriviez aussi « La poésie que j'écris, tout ce que j'ai fait depuis 1983, suppose que j'ai eu une vie antérieure où ça n'a pas pu s'écrire, où tout était à l'état de compression. Sinon, d'où cela serait-il venu sans que rien l'annonce? Comment? Pourquoi ?» Donc ma question est la suivante. Ce rapport au présent le plus brûlant, au présent le plus perturbant, ne pouvait apparemment pas s'écrire dans le premier temps de votre œuvre, et qu'il a fallu peut-être cette pause d'une dizaine d'années pour que vous puissiez rassembler vos outils poétiques de manière à vous emparer de cette manière-là du présent. Si. Ah. Si, bien sûr. Non, j'ai dit bon parce que maintenant c'est à moi. Je peux plus éviter de dire quelque chose. Pour vous répondre, d'abord merci à tous les deux de m'avoir invité à répondre à vos questions ce soir. Mais pour répondre à cette question-ci, je suis un peu obligé de faire quelque chose que je n'aime pas faire en public et que même que je fais rarement en privé, c'est-à-dire de faire un retour en arrière dans ma vie de jeune homme. Ce retour en arrière remonte aux années de Cagnes au lycée Henri IV et à la guerre d'Algérie. Avec mes copains de l'époque au lycée, la guerre nous obsède, la guerre d'Algérie, ce qui est bien le moins, parce qu'elle était vraiment obsédante, non seulement parce que nous étions amenés tôt ou tard à l'expiration de notre sursis à être engagés dedans, mais aussi parce que sa moralité, sa justification morale était plus que douteuse et que le comportement de l'armée française, comme il a été dévoilé et confirmé depuis, et comme nous le pressentions, nous et le savions par certaines sources
plus ou moins clandestine, et par une partie de la presse très courageuse comme Le Monde ou Témoignages chrétiens ou Le Nouvel Observateur, ou L'Observateur, je crois que ça s'appelait, le révélait de temps en temps les exactions, autrement dit, de l'armée française. Nous ne pouvions pas y croire. Nous ne pouvions pas y croire. Nous étions élevés dans un idéal de la résistance où nous pensions que la résistance du côté des Français avait été quelque chose de très propre, tandis que les miliciens, les collaborateurs et les Allemands s'étaient conduits de façon ignoble. Un jour, Malraux, qui arrivait au pouvoir avec De Gaulle, je suis toujours en Cagne, dit « Je sais que la torture obsède la jeunesse, et pour ceux qui veulent en savoir plus et aller se rendre compte sur place, moi je pense qu'il n'y en a plus. La France ne fait plus de torture, dit Malraux, mais allez voir sur place, vous pouvez vous engager pour 3 mois dans les sections administratives spéciales de l'armée, les SAS, qui faisaient de l'administration dans les zones où les hostilités et les violences étaient trop fortes pour que l'administration civile puisse continuer de l'exercer. Nous entendons ça à la radio ou à la télévision un soir, et le lendemain, on arrive au lycée, 3 copains, André Burguière, François Lépine et moi, et on se dit, on y va. On y va. C'est l'occasion ou jamais d'aller voir ce qui se passe. Donc on signe les papiers d'engagement, etc. Et moi j'étais mineur, les autres, eux n'étaient plus, déjà plus mineurs. Et donc je leur dis, vous savez peut-être que mon père va me refuser. C'est-à-dire, mais je ne veux pas que tu t'engages là-dedans, c'est trop dangereux. Mon père a signé les papiers sans regarder. Pourquoi ? Parce que la guerre d'Algérie, il avait fait 2 guerres, la première et la deuxième guerre mondiale, et la guerre d'Algérie était une plaisanterie pour lui. Donc je disais, j'envoie mon fils, ça l'amuse, faire sa plaisanterie de scout d'été. Vas-y, tu verras bien. Arrivé à Oran, par bateau, on nous sépare, mais c'était prévu, et on nous envoie chacun dans une sas. Je ne sais plus où sont allés André et François Lépine, mais je sais que moi, on m'a envoyé dans un des endroits les plus durs, et j'en étais très heureux, au sud de Tlemcen, à Terni, dans une SAS qui faisait de l'administration, dans des zones où il était extrêmement dangereux de la faire. Quand je suis arrivé, l'adjudant-chef qui commandait la SAS, pardon d'être si long, mais sinon toute la suite est incompréhensible, me dit, qu'est-ce que vous venez pourquoi, Fourcade? Vous venez pourquoi? Je dis, moi, l'adjudant-chef, je viens pour voir. Est-ce que vous pouvez m'emmener avec vous partout où vous allez aller et me faire participer à tout? À tout. Et à tout, vous êtes sûr? Parce que c'est dur. Je dis oui, à tout. Il y avait des pieds noirs, des soldats pieds noirs qui rigolaient. On va voir le petit mec qui arrive de la ville et de la métropole, et au bout de 24 heures, il va avoir envie de rentrer chez lui. J'ai eu envie de rentrer chez moi au bout de 24 heures, mais je ne l'ai dit à personne. L'adjudant-chef, qui était un type formidable, me dit, vous allez être le chauffeur de ma Jeep. Et à partir de là, on a circulé dans les zones les plus reculées, les plus dangereuses, et j'ai vu tout, littéralement. Et notamment, pour faire d'une longue histoire quelque chose de très court, j'ai vu ce qui était caché à l'époque, c'est-à-dire que l'armée française, partout, il y avait des tortures de commises. Ce n'est pas que tous les soldats torturaient, loin de là. C'est que partout, il y avait une unité plus spécialement entraînée et chargée d'effectuer des tortures, avec la justification fausse que c'était le seul moyen de sauver nos hommes et d'avoir des renseignements. Ça ne sauvait pas nos hommes. Mais ça démoralisait le pays, enlevait toute morale et toute justification à ce que la France se maintienne là, un peu comme, mais pas tout à fait comme, quand même, ce que fait Israël en ce moment à Gaza est innommable. Mais ce que fait Israël est vraiment à une autre échelle. Je reviens à ma pauvre histoire de... Je suis à ce moment-là un jeune homme qui sait confusément qu'il ne pourra s'accomplir, s'il s'accomplira jamais, qu'en écrivant, mais je suis incapable d'écrire le moindre mot. C'est important de dire ça pour la suite. Ça, c'est chapitre 1. Chapitre 2, des années, en revenant, mais ça c'est secondaire, j'ai donc parlé à tout le monde de ce que j'avais vu. J'ai vu les atrocités françaises et j'ai vu les atrocités commises par le FLN. Les uns voulaient bien accepter, les gens de gauche,
les anticolonialistes voulaient bien accepter que je parle des atrocités françaises, et les gens de droite voulaient bien accepter que je parle des atrocités commises par le FLN, mais personne ne voulait accepter que je parle des deux choses. Et j'ai répondu, il faut que nous partions, le plus tôt sera le mieux, et la suite sera abominable. Et la suite a effectivement été abominable. Bien. Les années passent, j'ai beaucoup parlé de ça à beaucoup de gens, de cette expérience, mais j'ai jamais rien écrit, et je me lui suis toujours reproché pourquoi je n'ai rien écrit. Tout simplement, je n'avais pas les moyens d'écrivain d'écrire là-dessus. C'est très difficile. Et surtout, il faut écrire de façon originale. J'avais en plus, comme texte témoin, écrivant sur la violence et l'expérience extrême, j'avais Feuillet d'hypnose de René Char, qui a beaucoup marqué ma jeunesse, non seulement la mienne, mais celle de beaucoup de gens autour de moi, et qui avait forgé une nouvelle écriture pour parler d'une réalité encore jamais vécue avant sa génération. C'était magnifique. J'avais aussi, je connais un peu plus tard le texte de Marc Bloch, L'étrange défaite, qui est une autre façon aussi de parler de la réalité de ce qui s'était passé. Et beaucoup, beaucoup plus tard, j'ai lu Jean Genet. Beaucoup plus tard, on viendra là-dessus si vous voulez. Je vous dis que le temps passe, je fais autre chose, beaucoup d'autres choses, dont certaines que vous avez évoquées. Et puis voilà que quelqu'un qui s'appelle Raphaël Branche, et qui est une historienne brillante, qui à l'époque préparait sa thèse sur les exactions de l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Comme je connaissais un peu sa mère, Florence Montreno, la mère de Raphaël lui a dit, écoute, tu devrais peut-être aller interroger Dominique Fourcade, je pense que ça pourrait t'intéresser, et lui, il serait peut-être me demande si je serais content. Je dis, écoutez, oui, mais je ne sais pas si je vais oser lui parler. Je te dis que Raphaël vient, me questionne, je lui raconte en détail et très crûment ce que je n'ai fait qu'évoquer ici, et elle est muette. Elle est muette d'horreur parce que, non pas que je sois le premier à lui expliquer tout ça, mais je suis le premier à le dire avec... c'est elle qui parle, mais à le dire avec cette qualité de parole, on va dire. Moi, je ne pense pas que j'ai la moindre qualité de parole, mais apparemment, c'est ça qui l'a marqué. Et en fait, c'est ça qui doit marquer quelqu'un. C'est la qualité de sa parole. À la fin, je crois m'en être tiré à bon compte avec elle. Elle se tourne vers moi et me dit, mais comment ça se fait que vous n'avez rien écrit là-dessus, Dominique? J'aurais préféré disparaître sous terre, de honte. Je lui ai dit, mais j'ai bredouillé. Je lui ai dit, parce que j'étais pas capable à l'époque, c'était la stricte vérité, et depuis, j'ai fait autre chose. Et en même temps, je me suis dit, tiens, ça c'est la leçon à laquelle tu ne t'attendais pas. La prochaine fois qu'il y aura une occasion, tu vas t'y mettre. Cette occasion n'est pas venue tout de suite. Et la prochaine fois que sera portée atteinte par les tiens à des valeurs qui te sont chères, les miens, c'est disons l'Occident, ça inclut l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, les USA. Et il faudra que tu t'y mettes, il faudra que tu t'y colles. Et c'est ça l'origine de En laisse, de M.W. Chute, d'abord, et de En laisse, quand j'ai vu cette photo de la soldate américaine tenant en laisse un prisonnier irakien, je me suis dit, mais tu y es, Dominique, tu y es. Tu revis avec une image qui te le fait revivre au centuple, tu ne peux plus t'échapper, tu y es, et mets-toi à écrire. Sachant que se mettre à écrire, en l'occurrence, n'était valide que si je renouvelais mon écriture antérieure. Je n'allais pas refaire Rose Déclic en écrivant ça. Il fallait que je transcrive la réalité immédiate que j'avais sous les yeux avec des moyens nouveaux. Elle était nouvelle. Elle était nouvelle et en même temps une répétition de l'ancienne. On ne fait que, dans ma vie, il me semble que je n'ai fait que répéter des événements antérieurs. Je dis que c'est comme ça que ça a démarré. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si. Pardon d'avoir été si long. Et voilà, il faut que je boive un verre d'eau.
peut-être juste pour, avant de passer à la question... Juste une toute petite chose, c'est nul ma précision, mais vous avez dit j'avais échappé à la Deuxième Guerre mondiale. Non, non. Je ne vais pas raconter ça, je ne vais pas raconter ma vie, mais non. Ma famille et moi qui étais le dernier, nous étions au cœur, dans un village où il y avait une division SS cantonnée et où les officiers habitaient la maison. Et croyez-moi, je ne vais pas le raconter là, mais... et en plus, beaucoup de membres de ma famille ont été tués dans la résistance. Donc, je n'ai pas du tout échappé à la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça c'est vraiment un détail, sans jouer sur les mots. J'entends, je prends bonne note. J'allais trop vite. Un autre aspect de la frontalité dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire dans le fait d'écrire sur cette photo, par exemple, qui est publiée par le Washington Post en 2004, d'écrire immédiatement sur ce que vous fait cette photo et ce que cette photo fait à votre poésie, à votre écriture, c'est justement la question de ce rapport instantané. Ce sont des mots de vous en laisse. Vous parlez aussi de sismologie. Je vous cite à nouveau. Il me semblait que, si j'arrivais à établir ce rapport instantané, je parviendrais à élargir le registre et que je comprendrais mieux ainsi non seulement la réalité de mon époque, mais au sein de cette époque, la situation de mon travail d'écrivain, le sens de ce que je fais et, ultimement, la forme de mon existence. Il me semble que cette sismologie, elle vous singularise là aussi beaucoup, parce qu'on associe communément l'intelligence ou la perspicacité à la prise de distance, au fait d'avoir un recul nécessaire. Il faudrait toujours laisser passer du temps pour ne pas être piégé par justement les discours de propagande, les discours partisans, etc. Il ne faudrait jamais réagir à chaud. Et vous prenez radicalement le contre-pied de ça, puisque donc la photo comme ça publiée par le Washington Post, seulement un an après, POL publie En laisse. De la même manière, vous écrivez sur Gaza dès la fin de l'année 2023, donc c'est immédiat. Et pour la petite histoire, mais ça n'est pas la petite histoire vous concernant, les éditions POL donc, permettent ça, cette publication très rapide, mais ce que l'on ne sait pas toujours, c'est qu'il y a une partie invisible de l'iceberg. Vous publiez déjà en amont, hors commerce, avec Michel Chandaigne, une partie des textes qui sont ensuite rassemblés dans les volumes chez POL. Donc ça dit à quel point vous réagissez de manière immédiate à l'événement. Cette sismologie, concrètement, c'est une sorte de fébrilité, peut-être de fragilité. Vous dites à un moment, mes phrases changent de plan plusieurs fois à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc on a le sentiment d'un texte qui est très chahuté, voire peut-être même d'une sorte aussi de transe. Il y a peut-être une sorte de transe à l'horizon de ça. Diriez-vous que cette façon de vouloir réagir comme ça de manière immédiate, est-ce que c'est une façon de prendre la peur ou la raison de vitesse? Est-ce que c'est une façon d'essayer d'emmener le poème, d'emmener l'écriture sur un terrain où vraiment il n'y aura aucun garde-fou? Alors, c'est plusieurs choses à la fois et c'est notamment ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que la vitesse de transcription, en l'accélérant, en progressant par mon travail dans la vitesse de transcription, j'ai toute chance, je me dis que j'ai toute chance de progresser dans la qualité et l'inédit de l'enregistrement, dans les angles d'attaque, dans la vérité de l'événement que moi je dois traduire en son. J'écris des sons. En ce sens, et le plus modestement possible, j'écris de la musique. Et malheureusement, pour moi, c'est très difficile, j'écris de la musique qui doit avoir un sens. J'écris des mots. Mais des mots, ce sont des sons. Donc, je travaillais différemment les sons dans les derniers livres, en sorte de renouveler mon approche, renouveler ma perception et de donner un style. Il n'y a rien dans la vie
qui demeure s'il ne trouve pas son style. Et le travail d'un écrivain, c'est de donner son style à l'époque, ou à une partie, pour parler plus modestement, à une partie de l'époque. C'est ce que j'ai essayé de faire. Une partie de l'époque, c'est un homme dans la guerre d'Algérie, un jeune homme. Un homme, déjà, un adulte, dans le chaos du Moyen-Orient, créé par les Américains, mais pas que par eux. La détérioration que l'action violente produit sur tout être humain, y compris sur moi. Le sens de la responsabilité générale, c'est-à-dire il est hors de question de dire c'est Bush qui est responsable des histoires en Irak et moi j'y suis pour rien. J'y suis pour quelque chose. J'ai profité de l'Amérique. J'ai aimé même l'Amérique qui faisait ça et je me suis même permis, en aimant l'Amérique, ce que j'aurais pas pu faire si j'étais resté en France, d'oublier qu'elle faisait ça. J'aimais tellement la façon dont les grandes compagnies de danse inventaient la danse moderne, dont Merce Cunningham ou Balanchine ou Martha Graham inventaient la danse moderne de mon temps, que j'ai pas fait attention à la guerre du Vietnam. J'aimais tant la façon dont les musées avaient collectionné Matisse et Cézanne, compris, c'est une partie du grand poème américain, c'est la compréhension par l'Amérique de Matisse et de Cézanne. J'aimais tant ça que je pouvais me permettre, ou croyais que je pouvais me permettre, de ne pas faire attention à ce qui se passait, par exemple, en Irak, mais pas que. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, une voix en moi s'est dit, Dominique, tu ne peux pas te permettre. Non, non. Tu ne vas pas aimer moins ce que tu aimes tant aux États-Unis ou en France, mais tu ne peux plus te permettre d'esquiver ce que tu n'aimes pas. Même chose aujourd'hui pour Gaza. Et donc, fort de tout ça, je me suis lancé dans cette série de livres, de textes, comme j'ai pu, sans savoir ce qui suivrait. Je pense chaque fois que la chose que j'écris est la dernière que je vais écrire, et je l'écris avec ce sentiment-là. C'est le dernier texte, après, ton avenir d'écrivain s'arrête là, mais à ce moment-là, il faut que tu donnes tout, il faut que tu en sortes transformé, il faut surtout que ton écriture en sorte transformée. Et c'est ça, je ne dis pas que j'ai réussi très loin de là, mais c'est certainement ça que j'ai tenté de faire. Ce que vous venez de dire est incroyable. On n'a pas parlé de Chandaigne. J'ai pas répondu pour Chandaigne. Allez-y. Oui. Michel Chandaigne, je ne sais pas s'il a pu entrer dans la salle parce qu'il m'a écrit un mot ce matin en disant qu'il ne trouvait pas de place. Enfin, Michel Chandaigne est quelqu'un qui a une importance formidable dans ma vie professionnelle et aussi dans mes amitiés. Mais ici, on ne va parler que de la vie professionnelle, en ce sens que vous avez devant vous l'homme le plus maladivement impatient qui soit. Ça veut dire que dès que j'ai écrit une page, j'ai besoin de la tester. Et il y a deux façons, dont l'une suit l'autre. La première, c'est de l'avoir imprimée par quelqu'un d'autre, et ensuite de l'avoir lue, de voir l'effet que ça fait. Mais immédiatement, et avec Michel, il y avait, et il y a toujours, ce canal de réalisation sans égal avec Chandaigne, qui est que je lui téléphone un jour en disant « Michel, est-ce que vous seriez disponible pour faire quelque chose demain ?» Je lui envoie le texte par mail. Le surlendemain, je viens. Il me propose une mise en page, on en discute ensemble. Et 3 jours plus tard, la chose est faite. Et ça calme les doutes que j'ai sur le bien fondé de ce que je fais. Les doutes à la fois de métier. Est-ce que c'est digne d'être écrit ? Les doutes moraux, est-ce que j'ai encore le droit de continuer d'imposer ? Et puis là, j'abuse parce que j'envoie à mes amis que j'inonde de petits Chandaignes, on les appelle des petits Chandaignes, en espérant des réactions. Et parfois, j'ai des réactions enthousiastes. Et parfois, comme il est bien normal, j'ai des réactions moins enthousiastes. Et j'ai un instrument intérieur qui me permet de dire si les gens sont enthousiastes ou pas. Et ça me permet de me corriger, et ça m'encourage à continuer, ou ça me conseille d'arrêter. Et donc ça a été toute ma vie d'écrivain, parallèle, si je puis dire, et alimentant ce que je publie et ce que j'ai la chance unique de publier chez POL. Pardon.
Non, je vous en prie. Tout à l'heure, vous expliquiez que votre passion pour Matisse, pour Cézanne, vous a un temps rendu les agissements de l'armée américaine en Irak invisibles. Pour autant, un des grands traits distinctifs de votre poésie et qui la rend si surprenante, c'est justement que dans vos livres, vous mettez sur, non pas un pied d'égalité, mais travaillent ensemble plusieurs choses, à la fois la description de ce réel brûlant, mais aussi, évidemment, vos lectures, votre culture, les expositions que vous allez voir, les poètes que vous lisez, les chorégraphies que vous admirez, et tout ça travaille ensemble. Par exemple, vous dites dans En laisse, qui est donc quand même clairement, puisque la photo est publiée à l'intérieur du livre, qui est donc clairement sur cette actualité brûlante, on trouve dans En laisse ce passage de vous. Et moi, si on me demande, on ne me demande pas, mais si on me demandait de quelle époque je suis, je répondrais de l'époque de Phase, de celle de Sequenza 3, de Berriot, de Tipeque et Froidure. Alors, Phase et Tipeque sont des chorégraphies d'Anne-Thérèse de Kersmaeker, et Sequenza 3, vous le dites, c'est une composition de Berriot qui date de 66. Donc des œuvres de 82, 96 et 66. Et tout ça se trouve dans le même petit livre que le texte En laisse. Donc tout ça travaille ensemble. Et est-ce que vous pouvez revenir sur la façon qu'ont ces œuvres de dialoguer ou de vous permettre d'opérer, opérer au sens vraiment de l'opération chirurgicale, d'opérer ce présent si perturbant? C'est pas très facile de répondre parce qu'il faudrait que... J'ai peur de mentir, et comme je reviens sur mon passé, que j'ai devant vous un devoir de vérité, j'ai aussi peur de réarranger les choses, comme si c'était une machine toute prête à fonctionner, mais la machine, elle est mise au point au fur et à mesure que le livre s'écrit. Il est clair que je n'ai jamais perçu qu'une seule chose à la fois. J'ai toujours perçu plusieurs choses en même temps, plusieurs plans. Par exemple, la guerre, un amour, une exposition formidable, la rencontre de je ne sais quoi, un bruit, une nouvelle musique. J'ai toujours tâché, me suis toujours efforcé d'avoir la meilleure conscience la plus claire possible de tout ce qui arrivait en même temps dans ma vie. Et au fur et à mesure que se perfectionnait, ou du moins que s'améliorait modestement, mon métier d'écrivain, cette question de métier, Picasso a su peindre en 1911 des choses que son métier n'y aurait pas permis de peindre en 1904. Même chose pour Matisse, et même chose pour tout grand poète. Donc, au fur et à mesure que mon métier me permettait d'améliorer la transcription et l'élaboration du plan du poème, je pouvais incorporer plusieurs choses à la fois, plusieurs choses que les gens séparent d'habitude. Tu ne vas pas nous parler en même temps de la guerre en Irak et de la dernière exposition Matisse que tu as faite. Oui, parce que moi, c'est en même temps que je les ai vécus. Donc, il serait extrêmement mensonger de les transcrire séparément sur la page. Et donc, je me suis efforcé que dans ce tout arrive qui m'a été donné par Manet, c'était la devise sur son papier, l'entête de son papier à lettres, que ce tout arrive soit vraiment quelque chose de réel. Non seulement tout arrive, mais tout arrive en même temps. Manet a commencé ça, et je m'y suis mis, et puis ça a donné les livres pour le meilleur et pour le pire. Ça a donné les livres que vous connaissez, mais c'est clair que j'éprouvais un bonheur, sinon de réussir, du moins de tenter cette transcription de plusieurs niveaux sur un même plan, non seulement à l'intérieur d'une même page, plusieurs niveaux différents, mais à l'intérieur d'un même bloc de lignes, et parfois à l'intérieur d'une même phrase, que j'ai réussi à disloquer et à ouvrir pour qu'y entrent différents événements en apparence hétérogènes,
Et ensuite, à ce que, j'espère, ça fonctionne avec l'ambition, je dis bien l'ambition de la grande poésie. Mais je ne dis pas la réalisation de la grande poésie. C'est évidemment que je ne dis pas ça. Mais certainement l'ambition est très claire. Très claire. L'ambition de la grande poésie et l'ambition d'une poésie nouvelle. C'est-à-dire, je sais assez bien l'immensité indépassable ou la beauté indépassable de ce qu'a écrit Rilke. Il n'est pas question de l'égaler, mais il est question de l'avoir pour modèle et de faire différemment. Oui. Par exemple, ce qui peut venir en même temps, ce sont les 4 couvertures des éditions de Minuit. La question d'Henri Alleg pour Djamila Bouired de Georges Arnaud et Jacques Vergès, L'affaire Audin de Pierre Vidal-Naquet et La gangrène, dans le grand livre d'images merveilleux. Vous m'avez fait chercher où on entre dans votre monde de réquisition d'images, de comparution d'images. Et en même temps que ces quatre couvertures, viendra le grand baigneur de Cézanne. Et il vient parce qu'il est une figure des droits et des devoirs humains, n'est-ce pas? Oui. Et j'aimerais bien lire un tout petit passage. Ça, j'aime beaucoup ça. Ah ben oui, la couverture que Paris Match a consacrée à la mort de Matisse. Ainsi, le grand baigneur de Cézanne, les couvertures des 4 livres des éditions de Minuit sont objectivistement là, totalement actuelles, ce qui suffirait, et se juxtaposent de façon parlante un ensemble soudain, pas une simple addition. C'est là qu'un phénomène inattendu prend corps. Quelque chose de ce qui se dégage d'une page passe dans la page d'à côté et réciproquement, ça se propage et c'est captivant. Le grand baigneur est vu comme une exposition moderne des droits et des devoirs de l'homme, un Saint-Sébastien sans les flèches, dans la vulnérabilité d'un Ecce Homo plein de souffrances impassibles, tandis que les couvertures de Minuit forment à L4 un placard dont la clarté est un manifeste de résistance qui rassemble et multiplie prodigieusement le courage de chaque livre. Les deux font partie du même temps, les deux et le reste du livre, résistance, ce mot féminin, occurrence de beauté, ici dans cette réunion poétique et politique ne font qu'un. C'est une réunion, c'est une rencontre organisée par la page, ça sera jamais de l'ordre, je crois que vous avez une haine de la comparaison, ça sera jamais de l'ordre de la comparaison, pas même peut-être de celle de la métaphore, mais il s'agit justement de rendre sensible, perceptible et presque insoutenable en fait, la réunion de ces choses-là. Et est-ce que vous avez envie de parler aussi du retour des images par ce bord-là, de ce qu'elles donnent en même temps? Pardon. Oui, la question que vous me posez, c'est un immense domaine, et la question n'est peut-être pas assez précise. Vous voulez que je parle du rôle des images dans mes livres, c'est ça? Oui. Ouais. Bon. Il faut que j'essaye de remettre mes idées en ordre. Les images jouent un rôle considérable dans l'élaboration, dans la réalisation et dans le contenu final de mes livres. On va commencer par la chose la plus radicale. Une page d'écriture et une page imprimée, c'est une image. Et c'est un délice
non pas de voir un délice pour moi, un transport de bonheur, non pas de voir mes pages d'écriture dans mes livres, mais de voir les pages d'écriture des autres, de voir une page de Mallarmé, de voir un sonnet de Baudelaire dans une page dans Les Fleurs du Mal, la première fois que j'ai eu en main Les Fleurs du Mal de Baudelaire. J'ai ouvert et j'ai eu l'impression que c'était des images très ordonnées, les blocs, les quatrains, les alexandrins, ce que vous voulez. Il y a une ordonnance qui est plastiquement tellement belle qu'à la limite, on se contenterait de ça et on ne lirait même pas. Et quand on lit, on s'aperçoit que ça ne fait qu'un avec la plastique du texte. La poétique du texte et sa plastique ne font qu'un. Donc ça a été une exigence pour moi. Ça, c'est le premier plan et le plus important que je puis de ma réponse à votre question. Le deuxième plan, c'est que j'ai énormément aimé regarder les images de ma culture, c'est-à-dire de ma civilisation, c'est-à-dire si j'ai passé ma vie, tout le monde le sait, j'ai passé ma vie dans les musées, comme d'autres passent leur vie sur un terrain de football. Ceci près que je suis aussi beaucoup allé au football et au rugby, mais ça, c'est autre chose. Dans les musées, on regarde un tableau, et quand on regarde un tableau, on regarde une image. Ensuite, on rentre chez soi et on a envie de garder un souvenir de ce tableau. Donc on achète des livres où ce tableau est reproduit. On a donc une image de l'image. Mais la deuxième image est aussi vivante, bien que parfois trompeuse par rapport à l'original, elle est aussi vivante que l'original. Et l'avantage aussi est que on peut mettre une image d'une époque donnée à côté d'une image d'une autre époque. Et à ce moment-là, se produit un choc. Non pas... c'est comme quand on frotte deux silex ensemble, il sort une étincelle. Et c'est magnifique, c'est une expérience magnifique. Magnifique. C'est une expérience magnifique de comparer le modernisme de Donatello au modernisme de Rodin, etc. J'ai fait ça toute ma vie. Et à partir d'un certain moment, assez vite d'ailleurs, j'ai eu envie et j'ai demandé à mes éditeurs, mes différents éditeurs, essentiellement Paul Pérouel et un peu Michel Chandaigne, si je pouvais mettre des images dans ce que nous publions ensemble, dans ce qui m'autorisait à publier chez eux. La réponse étant oui, je veux dire que je m'en suis donné à cœur joie. Chaque image est en soi un poème, mais un poème sans parole. Tandis que, comme j'ai déjà dit ce soir, je crois, moi, j'ai affaire à la parole, c'est pas facile du tout. Par exemple, chaque image, par exemple, la première utilisation est un mot médiocre, parce que c'est pas un outil, mais le premier placement dans le dispositif de mon livre, de mon poème, d'une image, c'est, je crois, dans Décision Ocre, qui a été publié exclusivement chez Michel Chandaigne, et qui est donc un petit livre très peu connu, mais où il y a cette photo, reprise ailleurs, d'Hélène Hessel, s'enfonçant dans la Baltique, marchant vers le large, à partir de la plage, photographiée par Henri-Pierre Rocher, photographie qui a été développée ultérieurement par Man Ray. La photo est maintenant très célèbre, elle est très très belle, mais en soi, elle est un poème. Dans les premiers tirages que j'en ai vus, c'était sépia, des tirages sépia, d'où m'est venu le titre Décision Ocre, parce que c'est des décisions qui sont d'une couleur indécise. Elle s'en va, mais elle s'en va lentement, elle marche, elle ne court pas. Son corps est nu, complètement lisse et vaporeux, comme nous le disions tout à l'heure, mais aux chevilles, il y a l'écume de l'eau, au fur et à mesure qu'elle avance. Et puis il y a le regard de la personne qui se trouve être un homme et qui se trouve être son amant,
je ne crois pas qu'une pareille photo aurait pu être prise par quelqu'un qui n'aurait pas été l'amant d'Hélène. Et donc, il y a un message amoureux, il y a une minuscule, il y a une petite unité humaine qui est un corps humain de dos, la séduction même, qui s'enfonce dans l'immensité de la mer, et on a peur pour elle, et on est immédiatement elle, donc on s'identifie à elle, à un homme, en l'occurrence Rocher, mais par métastase immédiatement moi, ou vous, s'identifie à elle qui s'enfonce, et on part vers le large. Et on part en se disant, mais cette femme ne reviendra jamais. Et c'est poignant de se dire, à certains moments dans la vie, des moments décisifs, mais qui arrivent souvent, régulièrement, plusieurs fois en tout cas, dans une vie, on a le sentiment d'un départ sans retour possible. C'est ce que me proposait cette image, et je suis sûr qu'elle a fait cet effet-là à toutes les personnes qui l'ont vue. Et c'est pourquoi je ne l'ai non pas utilisée, mais elle m'a utilisé. Elle est là pour toujours. Je suis très heureux de ça. À partir de là, j'ai compris que je pouvais faire beaucoup de choses. Dans le domaine des images, pas seulement en agençant, en mettant très précautionneusement, en faisant beaucoup d'attention à la mise en page de mes textes, grâce notamment à Anthony Delbecq chez POL, qui est formidable pour ça et sans laquelle rien ne serait possible, mais en plaçant des images, en rebondissant sur elles, et autre image d'un dos de femme se passant une éponge dans le dos, celle de Degas, qui est un des plus grands photographes de l'histoire, pas seulement le grand peintre que tout le monde sait qu'il est, mais un des plus grands photographes. Bon, ça m'a appris aussi ce que pouvait être un dos humain, donc ça donne une ouverture humaine. En plus que la littérature ne vous donne pas forcément, ou bien dont la littérature a besoin de 20 pages pour dire ce qu'une seule photo peut vous dire. Je ne sais pas si j'ai un tout petit peu répondu. Et je ne voudrais pas détourner Arnaud de ce qu'il a... Mais en revenant autant que possible sur toutes vos images, je me suis dit, il y a peu de visages. Il y a beaucoup de corps exposés, intégralement exposés, enfin, qui comparaissent. Il y a beaucoup de dos. Il y a beaucoup de corps de dos. Il y a aussi cette sculpture Djenné que vous reproduisez à la fois de face et de dos. Le visage, c'est ce qui apparaît. Le dos, ça s'expose. Alors le visage appelle d'un point de vue éthique d'une certaine façon, mais le dos appelle d'un point de vue éthique aussi à sa manière. Et je ne sais pas, ça m'a frappé cette affaire de l'exposition, de voir des corps intégralement exposés. Alors j'ai un peu erré comme ça autour de ce mot d'exposition, et il m'a semblé que c'était une valeur fondamentale en fait de votre écriture, de votre attitude dans l'écriture. Exposer, tout exposer, intégralement exposer, s'exposer. Et l'apparition tout à coup d'un tableau merveilleux de Bellini qui est le Saint-François qui sort de sa cabane ou de sa grotte et qui ouvre les bras vers le monde, et on dit que c'est peut-être, ça figure peut-être le moment où il aurait prononcé l'ode à Frère Soleil, le cantique à toutes les créatures. Mais là aussi, il y a un corps qui s'expose à un monde d'amour et de mort. Et voilà, de voir ces corps vulnérables, exposés, ces dos, ça m'a donné envie de vous interroger sur cette affaire-là, de l'exposition. Alors, si vous permettez que je réponde, si vous le permettez, quelque chose d'un peu différent de ce que vous venez de dire. Parce que vous avez parlé à propos du Saint-François de Bellini, qui est à New York, à la Frick Collection, et que j'ai mis un certain temps à comprendre que c'était Saint-François, parce qu'évidemment, c'est Saint Francis. Et j'ai mis quelques semaines à comprendre que Saint Francis, c'était Saint-François.
Vous avez parlé de l'exposition d'un corps. Évidemment, il est comme ça, et donc c'est un corps exposé. Mais moi, c'est surtout, et sans contredire ce que vous avez dit, c'est surtout une exposition de peinture. C'est surtout l'exposition d'une certaine pensée du monde par la peinture, par ce canal spécifique de la grande poésie qu'est la peinture. C'est ça que j'entends par exposition, c'est à ça que je me suis moi-même, sans jeu de mots, livré, autrement dit exposé, et c'est ça qui est en jeu dans mon travail et dans ma relation à l'image. Si je ne me trompe pas, c'est dans Vous m'avez fait chercher que vous avez trouvé, oui. Ça c'est sur la page de gauche, et sur la page de droite, si j'ai bon souvenir, il y a un rocher de Bibémus de Cézanne. Ben, même chose. C'est un travail de peinture. C'est pas de la nature qui est exposée, même si de la nature est exposée, mais c'est un travail de peinture. Pourquoi ces deux choses face à face? C'est que dans chacun, à droite, il y a une falaise rocheuse qui est en surplomb ou en suspens et qui n'est pas menaçante, mais qui donne la mesure de l'homme, la mesure de l'humain. Alors que, dans le tableau de Cézanne, il n'y a pas d'être humain. Mais il est puissamment là, bien qu'il n'y étant pas. Il est aussi puissamment là, sans y être, qu'il est en y étant, dans le tableau de Bellini. Je signale que le tableau de Cézanne, sauf erreur, est à Paris à l'Orangerie. C'est important, ça, que l'exposition, c'est pas juste une femme nue sur la plage qui expose son corps, c'est de la peinture qui se livre, de même que en musique, c'est de la musique qui s'expose, et de même que dans l'écriture ou dans la danse, c'est une chorégraphie, un système de poésie qui s'expose sur une scène. Merce Cunningham, c'est une exposition de poésie. Ce n'est absolument rien d'autre. Pour prendre la suite de ce que vous venez de dire ensemble, il y a peut-être dans cette idée d'exposition, ce que vous exposez dans l'écriture est particulièrement complexe à certains moments, c'est-à-dire que ça n'est pas simplement de l'ordre du visible, mais bien quelque chose que vous brusquez, et notamment il y a une figure qui me semble récurrente, c'est les va-et-vient permanents, les positions interchangeables tout le temps. Par exemple, il y a un texte de vous qui s'appelle masculin et féminin. Masculin, féminin, sans et. Oui, pardon, oui, sans le et, pardon. Oui. Et parlant d'une autre figure du va-et-vient dans votre travail, parlant d'un tableau de Matisse, La blouse roumaine, vous écrivez « Je me bats pour elle depuis tant d'années, elle se bat pour moi depuis le premier jour où je l'ai vue exposée. » Ou alors, un autre chant contre chant, vous dites « Écriture m'a contaminé, ma contaminante ». Donc ça va à toute vitesse, c'est ultra rapide. Oui. Ben oui, mais c'est parce que les choses vont très vite. Certaines choses vont très lentement en moi. Mais le moment où enfin je m'aperçois qu'elles ont lieu est ultra rapide. Et puis d'autres choses vont très vite en moi. Dans tous les cas de figure, je dispose de très peu de temps pour écrire. Si je mets trop de temps, ou si je repousse au lendemain, c'est foutu. C'est foutu. Le champagne a disparu, et donc il faut capter dans la seconde même où l'éclair se produit. L'éclair, je ne vais pas le revoir le lendemain, et je ne risque pas de le retrouver si je ne le mets pas tout de suite sur la page, mais il faut drôlement travailler pour transcrire un éclair. Donc c'est ça qui est beau dans ce métier, c'est que il demande, on va être le plus modeste possible, quand même une certaine inspiration. Dans mon cas, il demande aucune imagination, et je n'en ai aucune. Je ne fais que transcrire ce qui m'arrive, mais il demande aussi du travail.
il demande beaucoup de travail. Je pense que Marcel Proust est un des grands travailleurs de l'Occident. Et moi, j'ai beaucoup travaillé. Je pense que Rilke n'a cessé de travailler, et pas seulement dans ses élégies ou dans ce qu'on appelle sa poésie, mais dans ses lettres. La correspondance de Rilke, c'est un travail constant, quotidien, de grande poésie. Et c'est incessant. C'est incessant. Beethoven, c'est incessant, le travail de poésie chez Beethoven. Et de temps en temps, et surtout à la fin, il y a les éclairs, mais il a fallu une vie pour que les éclairs se produisent, il a fallu une vie pour que le 13e quatuor et la grande fugue aient enfin lieu. Le surprenant lui-même, et le surprenant encore plus, il a fallu une vie pour que la Hammer-Clavier Sonata ait lieu. Et il est le premier stupéfait. Le premier, il ne savait pas exactement ce qu'il fallait. Et je voudrais dire, et surtout, qu'on ne voit aucune prétention de ma part, parce que ce n'est qu'une comparaison, et non pas une identification. J'ai besoin de ces grands modèles pour me mesurer et pour me rendre compte que non seulement une telle chose est possible, mais qu'une telle chose, on a le devoir de tenter de la réaliser. Donc, mais pour avoir le devoir, il faut avoir un modèle. Pour penser à l'architecture, il faut avoir vu le Trianon à Versailles. Sinon, comment saurait-on, ou le Parthénon à Athènes? Sinon, comment saurait-on que de l'architecture existe? Ou si on n'a pas vu la chapelle de Ronchamp de Le Corbusier, comment saurait-on? On ne peut pas l'inventer. Donc, il faut aller voir les Titiens au Louvre pour savoir que la grande peinture existe. À partir de là, on n'en ressort pas indemne et on en ressort bourré d'inquiétude, parce que est-ce que je vais bien maintenant faire mon devoir? Est-ce que je vais... Mais ça, évidemment, je ne suis pas là ce soir pour dire j'ai fait mon devoir. Surtout pas, mais je suis là ce soir, puisque vous m'interrogez, pour dire voilà ce que j'ai tenté, le plus modestement, de faire. Il y a cette dimension de travail, c'est entendu, mais il y a aussi peut-être une façon aussi de se positionner, alors qui est créée par le texte sans doute, mais qui peut-être aussi des fois lui préexiste. Je vais donner juste 2 exemples. Toujours sur En laisse, toujours cette photo. Vous dites, vous avez ce moment incroyable. Sans doute, il faut un lien entre l'humain et cela. Je suis cette laisse, en vérité. Je suis lui, c'est-à-dire le soldat irakien, et la laisse, et elle, abominablement pas moins humaine que lui. C'est même à cela que sert une laisse, à promener les 2 bords terribles qui s'échangent sans cesse. Excusez l'autorité amoureuse avec laquelle je dis cela. Excusez l'autorité amoureuse avec laquelle je dis cela. Et dans un autre livre, dans Ça va bien dans la pluie glacée, vous écrivez « Être juif pour moi qui ne le suis pas est avant tout un devoir moral qui s'impose à moi, de même aujourd'hui être palestinien sans cesser d'être juif. » Donc on voit que dans vos textes, il y a sans arrêt cette circulation ultra rapide entre des identités, entre des genres, entre des positions, et que le but du livre, c'est d'affirmer que tout ça est la même expérience du monde, qu'il y a peut-être pas, disons, à choisir, mais il y a à recoudre, il y a à maintenir les 2 bords, là, comme vous dites. Et vous dites, toujours dans Flirt avec elle, vous avez ce mot incroyable, vous parlez de tendresse méthodique. Et vous dites... L'empathie est l'un des modes les plus intelligents et les plus généreux, disons les plus indispensables à la condition humaine. Alors, vous parlez jamais de fonction de l'écriture, d'accord. En revanche, j'ai l'impression qu'en vous lisant, il y a une sorte d'efficacité de l'écriture poétique. C'est-à-dire que l'écriture poétique va permettre cette tendresse méthodique, elle va permettre cette empathie. Est-ce que vous diriez ça, ou est-ce que je suis à côté? Non, vous n'êtes pas à côté du tout. Non plus, mais... Vous n'êtes pas à côté, je suis un peu abasourdi de tout ce que vous citez de moi, parce que je peux pas le dire mieux que je ne l'ai écrit. Donc je peux pas commenter ce que j'ai écrit, simplement, c'est vraiment ça que j'ai tenté de faire, et que je pense que le tortionnaire est aussi humain que le torturé. Pourquoi ? Parce que ça fait partie du registre, c'est dans l'homme, de faire le mal extrême,
de même qu'il est du registre humain de tenter de réaliser le bien, ou quelque chose de moins mal en tout cas. Donc l'écriture doit prendre ça en compte, doit prendre non pas le meilleur côté de la condition humaine, mais doit prendre en compte cette totalité-là. Rappelez-vous, je n'ai pas besoin de le rappeler, mais peut-être dans la salle, il faut le rappeler que les grands livres, 2 des 4 ou 5 grands livres sur l'univers concentrationnaire, les titres, Robert Antelme, son livre s'appelle L'espèce humaine, et Primo Levi, c'est Si questo è un uomo. Est-ce que cela est un homme? Si cela est un homme, oui, cela est un homme, il le sait très bien. Et Antelme sait que l'espèce humaine, c'est ça. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est ceux qui ont organisé l'Holocauste et ceux qui en ont été victimes font à part égale font partie à égalité de l'espèce humaine. Quelqu'un qui écrit là-dessus doit prendre ça en compte, autrement c'est faux, autrement il ment. Et quelqu'un comme moi, à partir du moment où je prends ça en compte, encore une fois, il faut que je trouve le style pour le dire. Voilà. Un autre va-et-vient dans votre écriture, qui me semble une tension, un va-et-vient, une tension entre d'un côté l'idée de la vulnérabilité, la tentative d'écrire cette vulnérabilité. Par exemple, vous dites dans... je n'ai pas noté la référence, mais vous dites « de l'écriture comme vulnérabilité, mais décisive ». Vers l'écriture comme vulnérabilité. Donc il y a ce pan-là dans le texte qu'on retrouve partout, mais il y a aussi un autre pan, et là peut-être un peu plus surprenant. Vous avez un livre qui s'appelle « Est-ce que je peux placer un mot ?» Et donc cette expression, vous revenez en permanence à l'intérieur du livre sur cette expression-là. Or, cette expression, pour moi, elle contient une forme de malice, au sens où quelqu'un qui dit « est-ce que je peux placer un mot ?» c'est déjà quelqu'un qui a pris la parole. C'est quelqu'un qui, justement, n'a pas levé la main, qui n'a pas attendu qu'on lui donne la parole, mais c'est quelqu'un qui l'a prise. Est-ce que je peux placer un mot? Et donc, il me semble que dans vos livres, on passe sans arrêt du bord de la plus grande vulnérabilité possible que l'écriture puisse mettre à jour, et, en même temps, de la plus grande autorité. Oui et non. On va dire quand même non. Pourquoi? Parce que la plus grande vulnérabilité, oui. Et mon travail d'écrivain est un exercice de vulnérabilité, de vérifier combien elle tient sans que je sombre une bonne fois, et de vérifier ce que cette vulnérabilité peut capter du grand monde. Bien. Autorité. Je crois que... Ou puissance. Autorité, on va dire. Autorité. Pas puissance. Autorité, c'est-à-dire que c'est très étonnant, quand on lit Kafka, de voir que la chose la plus ténue, la plus humble, les notations les plus fragiles de son journal, les moins prétentieuses, sont d'un seul coup investies d'une autorité sans égale. C'est pas l'autorité de quelqu'un qui veut exercer un pouvoir, ni une puissance. C'est l'autorité de quelqu'un par le canal duquel, de l'écriture de qui passe la vérité. Il y a un devoir de vérité dans l'écriture. Qui ne diminue pas la vulnérabilité, mais il y a l'autorité de celui qui dit vrai. Kafka dit vrai. Si Kafka dit vrai, on se dit qu'on doit travailler, on ne peut pas non plus être inférieur à l'exigence de Kafka. On doit être à la hauteur. On doit se donner ça comme objectif. Est-ce qu'on est capable de le réaliser? Ça, encore une fois, c'est une autre question. Je voulais dire autre chose qui maintenant m'échappe pour répondre à votre question. Ça reviendra. Mais on peut continuer parce que j'ai d'autres citations sur l'autorité.
il me semble que, alors peut-être le mot n'est pas le bon, hein, mais il me semble qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, parce que vous intervenez poétiquement sur un terrain, donc par exemple dans le dernier, ça va bien dans la pluie glacée, qui est donc la guerre à Gaza. Vous intervenez sur un terrain où au minimum les passions, sinon les discours de propagande, amènent énormément de gens à vociférer, à interdire que tel ou tel mot soit prononcé. Et vous, ces mots-là, vous allez les rechercher, mais surtout, vous les redonnez dans l'acception la plus large possible. C'est-à-dire, si un mot peut contenir une dimension, comme dans la scène de la laisse, une dimension par exemple sexuelle, vous n'allez pas le cacher pour autant. Vous dites par exemple que vous voulez vous interdire, vous dites surtout pas un mot dont ce serait le métier de pleurer aux funérailles, ni un autre de rire aux noces. Donc, c'est-à-dire vraiment essayer de faire que ce qui s'entende soit le plus touffu possible. Dans Ça va bien dans la pluie glacée, vous écrivez « Les mots, je les défigure. Et c'est dans cette tentative de défiguration toujours à recommencer que réside, je crois, mon travail d'écrivain. » Donc il y a quand même une autorité, c'est-à-dire que non mais vous allez me corriger, mais je poursuis mon idée. L'autorité qui refuse de laisser aux voix qui vocifèrent le micro. C'est tellement compliqué de vous répondre. D'abord, je dis que je défigure, et c'est vrai que je fais un travail considérable à des fins d'expression, de défiguration des mots. Mais c'est aussi vrai que je fais le travail inverse. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a des figurations, et on se dit, mais jusqu'où est-ce qu'il va pousser la chose? Et puis d'un seul coup, je rends le mot dans sa figuration, dans sa configuration la plus simple. Et j'aime bien faire ça, enfin, j'aime bien tenter ça. Et quand il arrive que je le réussisse, je suis très, très heureux. Et je me demande si quelqu'un, mais immanquablement les lecteurs comprennent ça. Bien sûr que oui. Mais c'est pas que je ne fasse que défigurer. Je pense que peut-être là où je suis le plus efficace, c'est en figurant. Ce qui amène à poser évidemment les deux mots de figuration et l'abstraction. Toute figuration est déjà une abstraction. C'est-à-dire Léonard de Vinci, c'est un grand peintre abstrait, alors qu'on reconnaît la figure de Mona Lisa, ou ce que vous voulez, mais c'est une abstraction de féminité. Je pense que tous ces ânes, les pommes, la falaise qu'on a vue tout à l'heure, c'est une abstraction de nature, une recomposition, alors qu'on reconnaît bien la nature. Mais pour qu'on reconnaisse quelque chose de réel, il faut faire un immense travail d'abstraction de ce même réel pour le rendre enfin vrai. Donc ça, c'est ça aussi que je tente de faire, mais c'est quand même drôlement difficile. C'est drôlement difficile. Le tout, je m'aperçois ces dernières années que je me dirige de façon assez irrésistible. Et je ne suis pas du tout malheureux de me diriger vers ce que je vais dire. Je me dirige, je crois en tout cas que je me dirige vers quelque chose, une écriture qui ne serait plus qu'une syntaxe des sons. Et toute grammaire tend à s'effacer, à disparaître. Si je réussissais une ou deux pages comme ça, je serais rudement content. J'aurais l'impression de ne pas avoir raté ma vie. Alors, vous allez me dire, mais Rose Déclic, c'est déjà une syntaxe des sons. Oui, mais il y a encore beaucoup de grammaire. Dans les derniers livres, il y a certaines pages où il y a quand même très peu de grammaire et rien que des sons. Autrement dit, rien que de la musique. Et bien sûr, si ça marche, c'est formidable. Si ça ne marche pas, ben c'est lamentable. Et c'est pas à moi d'en décider. Je crois que dans beaucoup de cas, ça ne marche pas. Mais
peut-être de temps en temps, quelques secondes, cette syntaxe de son se met en place et ça peut avoir lieu, cette syntaxe de son, sur un champ de bataille, comme ça peut avoir lieu dans une salle de musée, comme ça peut avoir lieu dans une chambre à coucher avec l'être aimé. Et autrement dit, ce qui est en cause est indépendant du sujet. C'est fondamental de comprendre ça. Voilà, je n'arrive pas à en dire plus. Excusez-moi. Excusez-moi. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais moi, ce qui me frappe aussi, c'est c'est que vous demandiez pardon à ce point-là, souvent dans les livres, qu'il y a quelque chose qui tourne autour de la question de la décence et de l'indécence, mais qui va vers une sorte de contrition ou de pénitence et qui intervient à la fin d'un texte qui a pris la suite de « Ça va bien dans la pluie glacée », qui s'appelle « Promenade criant, je me casse », qui intervient avec l'évocation de Charlotte Delbo et de la prière adressée aux vivants pour leur pardonner d'être vivants. Et j'ai l'impression que vous avez trouvé votre... vous avez plein de frères et de sœurs dans cette demande de pardon-là. Mais là, c'est d'une intensité considérable, en fait. Cette contrition, Vous me posez vraiment des questions difficiles. Ah, je suis désolée. Mais non, mais je suis là pour ça, on est là pour ça. Simplement, j'ai toujours eu le sentiment, depuis très jeune, que j'avais pas tout à fait de raison d'être là, j'avais pas le droit, mon existence n'était pas justifiée. Que je prenais la place d'un autre. Ou bien, une autre façon de vivre ça, c'est de me sentir un imposteur. C'est-à-dire, vous savez, les livres que j'ai publiés chez POL, c'est pas moi qui les ai écrits, je les ai volés à quelqu'un d'autre. Ou bien je prétends que c'est de l'écriture, mais c'est pas vrai, c'est du cirque. Et que tôt ou tard, la vérité va me tomber dessus et je vais être démasqué. Et aussi, puisque tant d'êtres sont morts dans les souffrances infâmes, soit dans les guerres, soit dans les massacres dont l'Holocauste est la réalisation suprême, tout vient, et de quel droit? N'ai-je pas succombé, ne suis-je pas mort? Moi aussi, de quel droit? Il me semble que j'usurpe ma place, que je n'ai pas le droit d'être devant vous ce soir, que quelque chose n'est pas correct dans la publication de mes livres, dans le dialogue, dans les échanges que nous avons tous les trois, et dans l'écoute que je réclame de vous et que vous m'accordez si généreusement. Il me semble que je vole tout ça, je suis un voleur. Et tôt ou tard, quelqu'un va venir me dire, ça y est, tu es démasqué, on va t'emprisonner. Et évidemment, la chose suprême, c'est évidemment l'expérience des camps de Charlotte Delbo. On ose à peine parler de ça. Mais évidemment, je demande pardon dans une des pages, je crois, de Promenade criant, je me casse, qui est une des suites de Ça va bien la pluie glacée. Je demande pardon d'avoir survécu. Je demande pardon d'être là. Je demande pardon d'oser dialoguer avec Charlotte Delbo. Oui, et je ne demande pas qu'on me pardonne, parce que c'est impardonnable. Il faut qu'on allume les lumières et qu'on arrête. C'est à vous de vouloir. Moi, je voudrais. Oui. Alors, allons-y. Vous êtes d'accord pour cette fin? Le post-scriptum. Tout à l'heure. D'accord. Absolument. Je reste là. Il faut jouer le jeu.
Non. Petit supplément sur la mort, Vademecum. Yvonne Picard est morte, qui avait de si jolis seins. Ces 2 vers ne sont pas de moi, ils sont de Charlotte Delbo, dont on vient de republier les poèmes. Je me dis que ces poèmes, d'autant plus bouleversants que le monde d'où ils viennent vous saute à la gorge, ne sont pas plus poèmes que les soi-disant non-poèmes des pages les plus dures de ces grands livres en prose qui transcendent la tragédie. Souvent même ils le sont moins, beaucoup moins. Dans les rues de Gaza, précisément, règne un silence qui impose les mots « Prière aux vivants pour leur pardonner d'être vivants », titre du livre de Delbo, formulation dont la beauté et l'évidence et l'impossible semblent être cliniquement faits pour Gaza. Je le dis sans attenter à l'horreur de l'Holocauste, dont elle revenait écrivant cela. Silence que de temps en temps interrompt l'affre d'une détonation ou le grattement d'un rat et que peuplent les reproches. Les 3, la détonation, le rat, le silence, plus le reproche d'être vivant, sont des composants majeurs de la musique du poème. La mort intervient dans le poème quand la mesure n'est plus battue. Dans tout ça qui est noir, 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 le leitmotiv, vraiment l'identifiant, est le reproche que je me fais d'être vivant. Les survivants, même ceux qui n'y sont pour rien, et quelle que soit leur empathie et leur désolation, sont des assassins. Cette conscience date de ma jeunesse, mais je ne l'ai jamais éprouvée autant qu'aujourd'hui. Disons les choses. J'ai le sentiment d'être mort, errant là dans les rues, mi-mai 2024, sans savoir comment faire. Ce qui est trouble et déchirant, c'est que le moment de la mort ne cesse d'être le moment de la vie. Cependant m'intrigue et m'enchante et fait partie du texte la réalité que Delbo, selon tous les témoignages, était une femme infiniment séduisante. Restons calmes, elle n'était pas la première résistante à l'être, ni la première déportée. Sur une photo qu'on a d'elle, prise dans les années 50, 5 ans, 10 ans après Ravensbrück, elle tient son fume-cigarette au coin gauche de ses lèvres et fait face dans la lumière au mec qui l'a photographiée qu'elle épate. Quelle lumière? Celle des projecteurs du studio? Plutôt celle de son visage. Non que je ne me sois pas attendu qu'elle fume, c'est son fume-cigarette et la sophistication si vite assumée après l'horreur qui me renverse. Tout son visage semble dessiné pour le défi. Mais là où elle m'apostrophe, c'est quand elle écrit en 5 vers du même poème si marquant: je reviens d'au-delà de la connaissance, il faut maintenant désapprendre, je vois bien qu'autrement je ne pourrais plus vivre. Tandis qu'il me semble qu'à Gaza, un moi que je n'arrive décidément pas à quitter, un moi devenu décisivement moi, entre enfin dans la connaissance, avant j'étais en deçà, et que commence un savoir qui me dessine enfin, commence et se confirme. Ce livre est celui de ma généalogie, et ma généalogie est terrible. Son arbre a ses racines dans un gouffre. Vous voyez, j'écris une page sur laquelle je visse un silencieux pour être tué par elle en silence, et je travaille l'écho de ce même silence. La sophistication, le fume-cigarette, le sien, le mien, revient en force après la mort. C'est quand même une grande nouvelle. Je le dis à tous ceux dont la vie est en jeu.